Tu n'as pas besoin d'être dans une cellule pour être prisonnier. Il y a des gens qui se promènent librement dans les rues, mais qui vivent enchaînés à leur peur, à leurs désirs, à l'opinion des autres. L'ennemi ne crie pas toujours. Parfois, il murmure dans ton esprit, déguisé en excuses, en plaintes, en attentes. Et sais-tu ce qui est le plus dangereux? C'est que souvent, tu le crois. Épictète le savait. C'est pourquoi il ne parlait pas comme un maître distant. Il parlait comme quelqu'un qui avait déjà brisé ses propres chaînes. Ces 10 méditations que tu es sur le point d'écouter ne sont pas de jolies phrases. Ce sont des coups de réalité. Elles ne sont pas faites pour te consoler. Elles sont faites pour te réveiller, parce que tant que tu continueras à blâmer le monde, tu continueras à perdre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas une vidéo pour embellir l'ego, c'est un entraînement pour l'âme, une guerre qui se livre chaque jour entre qui tu es et qui tu pourrais être, si tu avais le courage de regarder à l'intérieur. Ici, peu importe combien de fois tu es tombé. Ce qui compte, c'est si tu es prêt à te relever avec plus de force, plus de clarté, plus de maîtrise de toi-même. Tout au long de ces méditations, Épictète va te rappeler ce que tu sais déjà au fond de toi, que la liberté ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu peux lâcher, que la douleur n'est pas ton ennemi, mais ton maître, que le jugement que tu portes sur les choses vaut plus que les choses elles-mêmes, et que la véritable force n'a pas besoin de crier, juste de rester ferme. Ne t'attends pas à une motivation facile. Nous ne sommes pas venus ici pour adoucir la misère, mais pour la transformer. Ces enseignements ne sont pas faits pour ceux qui veulent se sentir mieux pendant un moment. Ils sont faits pour ceux qui sont prêts à changer depuis les racines. Si tu cherches une échappatoire, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à te confronter à toi-même et à devenir quelqu'un qui ne se brise pas avec le vent, alors reste. Parce qu'Épictète n'écrit pas pour les foules, il écrit pour ceux qui sont prêts. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond, tu l'es aussi. 1. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Une cage dorée reste une cage. Tu peux la décorer avec des luxes, la remplir de commodités, même la peindre avec les couleurs du bonheur. Mais tant que tu n'ouvriras pas la porte, tu restes prisonnier. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, enfermés dans leurs attentes, dans ce que les autres devraient faire, dans ce qui n'a pas tourné comme ils le voulaient. Ils réagissent à tout ce qu'ils ne contrôlent pas, souffrent de ce qu'ils ne peuvent pas changer et se frustrent en croyant que le monde devrait danser au rythme de leurs désirs. Épictète a été clair. Si tu veux être libre, tu dois faire une distinction radicale. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Aussi simple et aussi puissant. Parce que tant que tu es concentré à contrôler ce qui est à l'extérieur, le temps, l'opinion des autres, le passé, les décisions des autres, les résultats, tu vivras avec anxiété et frustration. Tu donnes ton énergie à ce qui n'a pas de propriétaire. Tu combats des batailles que tu ne pourras jamais gagner. Mais lorsque tu tournes ton regard vers l'intérieur, tout change. Tu découvres qu'il y a un territoire que tu peux gouverner complètement, tes jugements, tes réactions, tes décisions et tes efforts. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te déçoit, mais tu peux décider ce que tu feras avec cette douleur. Tu ne peux pas éviter que la vie soit dure, mais tu peux choisir ton attitude. C'est la vraie liberté. La plupart des gens vivent comme un naufragé qui essaie de calmer la mer avec ses mains. Tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour apprendre à naviguer, même s'il y a une tempête. Séparer ce qui dépend de toi est comme lâcher l'ancre invisible qui te gardait piégé. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Lorsque tu concentres toute ton énergie sur ce que tu peux transformer, ta force se multiplie. Ton esprit cesse de se battre avec des fantômes. Tes émotions se stabilisent. La vérité est dure. Beaucoup préfèrent se plaindre plutôt que de prendre le contrôle d'eux-mêmes. Il leur est plus difficile de reconnaître leur part que de continuer à blâmer le monde. Mais tu n'es pas ici pour te justifier. Tu es ici pour te renforcer. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de ce qui dépend de toi, tu entraînes ton caractère. Tu construis une base solide qui ne s'effondre pas avec le vent. Épictète ne te dit pas d'ignorer la douleur ou les pertes.
Il t'enseigne que la liberté commence lorsque tu arrêtes d'exiger du monde qu'il soit comme tu le veux. Et tu commences à te demander ce que tu peux donner. Clarté, tempérament, volonté. Ne confonds pas cela avec passivité. C'est le contrôle. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose te dérange, pose-toi cette question. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, agis. Cette seule question peut changer ta journée. Elle peut te sauver de dépenser de l'énergie dans ce qui ne t'appartient pas. Elle peut te redonner le contrôle de ta vie. Celui qui apprend à distinguer cette ligne invisible entre l'externe et l'interne commence à vivre avec une force que le monde ne comprend pas, mais respecte. Tu arrêtes de demander à la réalité de changer pour toi. Tu deviens le changement. N'attends pas que tout s'arrange pour te sentir bien. Change-toi, et tu verras comment l'externe perd de son pouvoir. Là, juste là, commence ta véritable liberté. 2. Accepte la douleur et la mort. Ce n'est qu'ainsi qu'elles cesseront de t'enchaîner. La douleur est comme un créancier qui frappe à ta porte sans prévenir. Tu peux te cacher, nier qu'il est là ou faire du bruit pour ne pas l'entendre. Mais il continuera à frapper jusqu'à ce que tu lui fasses face. La mort, en revanche, ne frappe pas à la porte. Elle entre quand elle veut, sans demander la permission. 2 vérités que tout le monde connaît, mais que presque personne n'ose regarder en face. Et pourtant, elles font partie de ce qui détermine le plus comment tu vis, comment tu penses, comment tu réagis. Épictète n'a pas enjolivé la question. Il a dit ce que beaucoup ne veulent pas entendre. La souffrance et la mort ne sont pas des tragédies, elles font partie de l'entraînement. Le problème n'est pas que ça fait mal, le problème est que tu fuis la douleur comme si c'était du poison. Mais le poison, lorsqu'il est compris, peut aussi être un médicament. Si tu apprends à accepter la douleur, elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Si tu reconnais que la mort arrivera, chaque instant commence à avoir une valeur différente. La plupart des gens vivent comme si le temps était infini et le corps invincible. Ils se fâchent pour des choses minimes, perdent de l'énergie dans des disputes vaines, se distraient avec des plaisirs qui durent des secondes et remettent à plus tard l'essentiel. Tout cela parce qu'ils croient au fond qu'il y aura toujours une seconde chance. Mais il n'y en a pas. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Chaque moment perdu ne se répète pas. Accepter la douleur ne signifie pas la chercher. Cela signifie ne pas résister quand elle arrive. Cela signifie ressentir sans être emporté. Cela signifie l'utiliser comme un signal. La douleur révèle des vérités que le confort cache. Elle te dit ce qui compte, ce que tu es en train de perdre, ce que tu dois changer. Celui qui ose la ressentir sans déguisement se renforce. Parce que la douleur ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est de lui résister, de la nier, de la couvrir de bruit, de nourriture, de distraction. Accepter la mort n'est pas non plus se rendre. C'est vivre avec plus de conscience. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de ne pas vivre endormi. Lorsque tu acceptes que tu vas mourir, tu arrêtes de perdre du temps dans ce qui n'a pas de sens. Tu prends des décisions avec plus de courage. Ce que les autres diront cesse d'avoir de l'importance. La superficialité perd son charme. Ta vie ne consiste plus à paraître, mais à vivre avec vérité. La douleur et la mort sont les grands maîtres que personne ne veut avoir, mais que tout le monde va connaître. Prétendre qu'ils n'existent pas ne fait que prolonger la faiblesse. En revanche, lorsque tu fais la paix avec eux, tu récupères ton pouvoir. Tu es libre parce que tu ne fuis plus. Tu ne cours plus. Tu ne donnes plus ton énergie à essayer d'éviter l'inévitable. Épictète ne te demande pas d'être de pierre, il te demande d'être ferme, de ne pas construire ta vie sur des illusions, d'arrêter de négocier avec la réalité. Ce qui fait mal, fait mal. Ce qui meurt, meurt. Mais si tu y fais face avec clarté, avec sérénité, avec un but, alors tu n'es plus esclave de la peur. Chaque fois que tu ressens de la douleur, demande-toi, qu'est-ce que cela veut me montrer? Qu'est-ce que cela révèle? Et quand tu penses à la mort, ne fuis pas. Demande-toi si tu vis comme si ton temps avait de la valeur, si tu dis ce qui compte, si tu aimes avec présence.
si tu agis comme quelqu'un qui comprend qu'il n'est pas éternel. Parce que quand la douleur arrive et ne te fait pas plier, et quand la mort cesse d'être un tabou, alors tu es libre. Rien n'a de pouvoir sur toi si tu as déjà fait la paix avec l'inévitable. C'est là que commence la véritable force. Non pas en évitant les blessures, mais en marchant avec elles sans cesser d'avancer. Et ça, c'est une liberté que personne ne pourra te voler. 3. Maîtrise ton esprit. Celui qui ne gouverne pas son intérieur reste un esclave. Il y a des gens qui semblent calmes à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils portent un incendie. L'esprit est comme une ville sans murs. Si tu ne mets pas de l'ordre, n'importe qui entre. Opinions, peurs, souvenirs, critiques, désirs, comparaisons, tout envahit. Et si tu ne fais pas attention, tu deviens un spectateur de tes propres pensées, comme si elles n'étaient pas à toi, comme si tu ne pouvais rien faire. Mais tu peux. Cela nécessite simplement ce que presque personne ne veut, la discipline mentale. Épictète l'a averti sans détour. Tu peux avoir la célébrité, l'argent, la reconnaissance, la liberté physique. Mais si tu ne gouvernes pas ton esprit, tu restes un esclave. Esclave de l'impulsion, du jugement, de l'émotion. Et le pire, c'est que cet esclavage est silencieuse. On ne la voit pas, on la ressent. Dans l'anxiété constante, dans l'incapacité d'être en paix, dans cette petite voix qui ne se tait pas et te pousse à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte d'un seul jour, c'est un entraînement quotidien. C'est observer tes pensées sans réagir à toutes, c'est ne pas croire tout ce que tu penses, c'est te questionner, c'est prendre la responsabilité. Tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux décider ce que tu nourris, ce que tu répètes se renforce, ce que tu ignores s'affaiblit, c'est la règle. La plupart des gens vivent en pilote automatique, ils réagissent par impulsion, ils se mettent en colère sans se rendre compte de pourquoi, ils se comparent sans se demander d'où vient ce vide, ils se sabotent avec des idées qui ne sont même pas les leurs. Mais comme personne ne leur a appris à regarder à l'intérieur, ils croient que c'est ainsi, qu'il n'y a pas d'alternative, que penser différemment est impossible, mais ce n'est pas le cas, c'est juste difficile. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éliminer les émotions, cela signifie les mettre à leur place. La peur n'a pas à décider pour toi, la colère n'a pas à parler par ta bouche, la tristesse n'a pas à te paralyser. Tu peux ressentir tout cela et pourtant agir avec fermeté. C'est du pouvoir, c'est la liberté. Le bruit extérieur ne te contrôle que s'il y a déjà du chaos en toi. Lorsque ton intérieur est en ordre, l'extérieur ne t'entraîne plus. Tu peux entendre une critique sans te briser. Tu peux recevoir une mauvaise nouvelle sans te perdre. Tu peux être au milieu du chaos sans en faire partie. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu as travaillé ton centre. Tu as construit une base qui ne dépend pas de ce qui se passe, mais de ce que tu choisis de penser. Épictète n'a pas parlé de contrôler le monde, il a parlé de contrôler ton esprit, parce qu'il a compris que celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être en paix. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne pour te sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin que les choses se passent comme tu le veux pour continuer à avancer. Ta force n'est pas à l'extérieur, elle est dans la façon dont tu décides de penser. La prochaine fois que quelque chose te déstabilise, ne regarde pas à l'extérieur, ne blâme pas, ne réagis pas sans réfléchir, fais une pause, observe ton esprit, demande-toi si cette pensée est utile, si elle te rapproche de la personne que tu veux être, ou si tu ne fais que répéter de vieilles blessures. Et puis, choisis. Parce que c'est là que commence la maîtrise, non pas dans le contrôle absolu, mais dans la conscience. Tu n'es pas libre jusqu'à ce que tu puisses être avec toi-même sans peur, jusqu'à ce que tu puisses penser clairement au milieu du bruit, jusqu'à ce que ton esprit soit ton allié et non ton geôlier. C'est la véritable victoire. Non pas conquérir le monde, mais conquérir le seul territoire qui t'accompagne toujours. Ta propre pensée est unique. 4.
Ce n'est pas le fait qui blesse, mais ton jugement sur celui-ci. Le monde lance des pierres tous les jours, mais toutes les pierres ne font pas mal de la même manière. Il y a ceux qui reçoivent la même situation et se brisent. D'autres, en revanche, se durcissent et continuent. Quelle est la différence? Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que chacun a pensé de ce qui s'est passé. L'esprit n'interprète pas seulement, il crée. Il peut transformer une erreur en catastrophe ou en leçon. Il peut transformer une perte en un traumatisme éternel ou en une force silencieuse. Le véritable impact n'est pas dans ce qui s'est passé, mais dans ce que tu décides de penser à ce sujet. Épictète l'a bien dit, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais nos opinions sur elles. Mais peu de gens sont prêts à l'admettre, car cela signifierait accepter qu'une grande partie de leur souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cela dérange. Il est plus facile de blâmer l'autre, de pointer du doigt le destin, que de se regarder dans le miroir et de dire « cela m'affecte parce que je lui donne ce pouvoir ». Chaque fois que tu es perturbé par quelque chose, observe. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé qui te fait mal. Ce qui te fait mal, c'est ce que tu penses que cela signifie. Ce n'est pas le fait que quelqu'un s'éloigne qui te blesse. C'est le fait de croire que sans cette personne, tu n'es pas suffisant. Ce n'est pas l'échec qui te fait mal, c'est le fait de penser que cet échec te définit. Ce n'est pas ce que quelqu'un a dit qui te dérange, c'est le fait que cela touche une insécurité que tu n'as pas encore travaillée. L'esprit fabrique des histoires, et souvent, tu y crois sans les remettre en question. Si tu veux la paix, tu dois aller au-delà du fait. Tu dois rompre l'habitude de réagir sans réfléchir. Entraîne le muscle de l'interprétation, non pas pour nier la réalité, mais pour la regarder avec plus de force, avec plus de clarté. Une critique n'a pas à te détruire, un rejet n'a pas à te couler, une perte n'a pas à te finir. Tout dépend de la valeur que tu lui attribues. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu apprends à mettre chaque chose à sa place. La douleur peut te rendre visite, mais elle ne reste pas si tu ne lui donnes pas la clé. Le jugement que tu fais de ce qui se passe peut être un poison ou un médicament. Tu peux l'utiliser pour continuer à nourrir le ressentiment ou pour grandir. Tu peux l'utiliser pour te couler davantage ou pour te propulser. Ce choix est le tien, et uniquement le tien. Les gens qui souffrent le plus ne sont pas toujours ceux qui vivent les choses les plus dures, mais ceux qui interprètent chaque événement comme une injustice, comme une preuve que le monde est contre eux. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'abandon. C'est vivre en réagissant, pas en décidant. Épictète ne parlait pas depuis un lieu de privilège. Il était esclave. Il a tout perdu, sauf sa capacité à choisir ce qu'il pensait de ce qu'il vivait. Et ce choix a été sa plus grande liberté. Il n'a pas changé les faits. Il a changé sa relation avec les faits. Et cela a suffi pour qu'il reste debout alors que d'autres se brisaient. La prochaine fois que quelque chose te perturbe, ne demande pas « Pourquoi cela s'est-il passé ?» Demande « Qu'est-ce que je pense de cela qui me fait souffrir ?» Cette question peut t'ouvrir une porte. Elle peut te rendre la force que tu avais donnée. Ta liberté n'est pas d'éviter que le monde te frappe. Elle est de décider quelle signification tu donnes à chaque coup. Parce que ce n'est pas le fait qui détermine ton destin. C'est ton jugement qui définit si tu coules ou si tu t'élèves. Choisis avec sagesse. Ton interprétation est ton pouvoir. Utilise-le à ton avantage. 5. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Garde ta force à l'intérieur. L'esprit est comme une forteresse, haute, solide, impénétrable. Mais beaucoup, sans s'en rendre compte, laissent la porte ouverte. Ils permettent aux opinions des autres d'entrer, aux offenses de s'installer, aux critiques de leur voler leur paix. Ils laissent n'importe qui entrer avec de la boue aux pieds, tout déranger et partir comme si de rien n'était. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont épuisés, pourquoi ils se sentent vides, pourquoi ils perdent le contrôle facilement. La réponse est qu'ils n'ont pas appris à protéger leur intérieur. Épictète a été catégorique. Personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Personne ne peut perturber ta paix si tu ne lui donnes pas cette clé. L'insulte n'entre pas si tu ne la laisses pas passer.
La moquerie ne fait pas mal si tu ne la prends pas pour vérité. Le mépris ne pèse pas si tu ne le portes pas. Il se peut que ce que quelqu'un dit soit offensant, mais si tu décides que cela ne définit pas qui tu es, alors cela n'a pas de pouvoir. La plupart confondent sensibilité et fragilité. Ils pensent qu'être fort, c'est devenir insensible, froid, distant. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la déconnexion. Être fort, c'est avoir la capacité de tout ressentir sans te perdre. C'est écouter sans absorber. C'est voir clairement sans être emporté. C'est construire un centre intérieur qui ne dépend pas du chaos extérieur. Quand quelqu'un t'attaque avec des mots, ce qui te blesse ne sont pas les mots. C'est le sens que tu leur donnes. C'est ce que tu crois que ces mots disent de toi. Si tu es clair, si tu sais qui tu es, si ta valeur ne dépend de l'approbation de personne, alors personne ne peut te briser avec un commentaire. Les gens vivent en réagissant. Ils crient parce que quelqu'un leur crie dessus. Ils se sentent offensés parce que quelqu'un les critique. Ils sombrent parce que quelqu'un les ignore. Mais ce n'est pas vivre, c'est être enchaîné à ce que les autres font. C'est permettre au monde de contrôler ton état émotionnel. C'est donner ton pouvoir à quiconque a une bouche. Épictète ne parlait pas depuis la fantaisie. Il a vécu comme esclave, a été humilié, a fait face à un véritable mépris. Et pourtant, il a maintenu sa liberté intérieure. Parce qu'il a compris que la dignité ne te vient pas du monde, tu te la donnes. Il a compris que la force n'est pas du bruit, c'est du silence ferme. Que celui qui se connaît n'a pas besoin de se défendre de tout. Seul celui qui doute de lui-même cherche à justifier chaque pas. Tu gardes ta force quand tu choisis de ne pas réagir à chaque provocation. Quand tu laisses passer ce qui ne mérite pas ton énergie. Quand tu comprends que l'opinion de quelqu'un d'autre n'est pas un ordre, c'est juste cela, une opinion. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser avec des mots, ne réponds pas depuis la blessure. Respire, observe. Demande-toi si cette personne te connaît vraiment. Demande-toi si ça vaut la peine de perturber ta paix pour quelqu'un qui ne marche pas dans tes chaussures. Et si la réponse est non, continue. Avance, reste ferme. La véritable force ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin de s'imposer. On la remarque dans le calme, dans la capacité de ne pas te rabaisser, dans la clarté de savoir que ta valeur n'est pas en discussion, que personne ne peut te faire du mal si tu ne te rends pas. Ne mets pas ton centre émotionnel entre les mains d'étrangers. Ne laisse pas ta journée être définie par des mots jetés à l'avant. Garde ta force, protège-la, parce que c'est là que réside ton pouvoir, et si tu ne le défends pas, personne d'autre ne le fera pour toi. 6. Ce n'est pas le fardeau qui détruit, mais la manière dont on le porte. 2 personnes peuvent porter le même poids et le vivre de manière complètement différente. L'une s'effondre, l'autre se renforce. L'une se noie dans les plaintes, l'autre trouve une direction. Le poids ne change pas, ce qui change, c'est le corps qui le soutient, l'esprit qui l'interprète et l'attitude avec laquelle on y fait face. Ce n'est pas le fardeau qui brise, c'est la manière dont tu décides de marcher avec lui. Beaucoup vivent en croyant que si la vie était plus facile, ils seraient plus heureux, qu'ils auraient moins de problèmes, moins de responsabilités, moins de défis, ils pourraient enfin respirer. Mais la réalité est autre. Parce que peu importe combien tu essaies de l'éviter, il y aura toujours quelque chose qui fait mal, quelque chose qui pèse, quelque chose qui défie ton équilibre. La différence entre ceux qui se brisent et ceux qui s'élèvent réside dans l'attitude interne avec laquelle ils affrontent l'inévitable. Épictète comprenait cela parfaitement. Il ne cherchait pas à éliminer la difficulté, mais à apprendre à la porter avec dignité. Parfois, tu ne peux pas lâcher le poids. Mais tu peux ajuster la manière dont tu le portes. Tu peux arrêter de le traîner avec culpabilité, avec peur ou avec colère. Tu peux apprendre à le porter avec patience, avec tempérance, avec clarté. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. La plupart veulent un soulagement immédiat. C'est pourquoi ils abandonnent si vite. C'est pourquoi ils se mettent en colère contre la vie, contre les autres, contre eux-mêmes. Ils veulent que le fardeau disparaisse sans avoir d'abord développé la force de le supporter. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est de l'évasion.
Et ce que tu évites aujourd'hui te écrase demain. Ce n'est pas la même chose de porter quelque chose en sachant que tu peux résister que de le faire en sentant que tu es condamné. Ce n'est pas la même chose de marcher la tête haute que de le faire avec le dos courbé par le ressentiment. Le fardeau n'a pas à te détruire. Il peut te forger si tu décides qu'il en soit ainsi. Accepter le poids n'est pas te résigner. C'est reconnaître qu'il est là, arrêter de lutter contre la réalité et commencer à travailler avec elle. C'est transformer l'effort en entraînement. C'est convertir chaque pas difficile en une leçon de force. Quand tu arrêtes de te demander « pourquoi moi ?» et que tu commences à te demander « pourquoi ?» tout se transforme. Épictète n'a pas évité les difficultés. Il les a regardées en face et a appris à vivre avec elles. Il a compris qu'il y a des choses que l'on ne peut pas changer, mais que l'on peut changer la manière dont on les affronte. Tous les jours ne seront pas légers, mais tous les jours peuvent être utiles si tu décides de porter avec intelligence et non avec désespoir. Si aujourd'hui tu sens que la vie pèse, ne te demande pas si tu peux la supporter. Demande-toi si tu la portes bien. Demande-toi si tu laisses la plainte consommer ton énergie. Si tu agrandis la blessure dans ton esprit chaque fois que tu la répètes. Si tu ajoutes plus de poids au poids réel. Il y a une autre façon de porter ce qui fait mal. Pas avec dramatisme, mais avec un silence ferme. Pas avec désespoir, mais avec un but. Parce que lorsque tu apprends à marcher avec le fardeau sans permettre qu'il détruise ton intérieur, alors tu deviens plus fort. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé la façon de l'affronter. Alors, ne fuis pas le poids. Ajuste ton pas. Renforce ton dos. Éclaire ton esprit. Parce que tu n'es pas ici pour être écrasé. Tu es ici pour résister, pour te transformer, pour montrer que même avec le poids sur toi, tu peux avancer. Et c'est ce qui définit ceux qui ne se rendent pas. 7. Vis avec droiture aujourd'hui. Ce qui est tragique, ce n'est pas de mourir, c'est de ne pas avoir vécu. Il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie comme s'ils se réveillaient d'un rêve, avec les yeux ouverts, mais l'âme endormie. Ils réalisent qu'ils ont vécu en accomplissant des devoirs qui ne leur appartenaient pas, en répétant des habitudes qu'ils n'ont jamais remises en question et en suivant des chemins que d'autres ont choisis pour eux. Et là, juste avant le dernier soupir, ils ressentent le poids le plus cruel. Non pas la peur de la mort, mais la certitude de ne pas avoir vraiment vécu. Épictète ne parlait pas de prolonger la vie. Il parlait de donner un sens à la journée qui se présente à vous, car attendre le moment parfait pour vivre avec droiture est l'excuse de ceux qui craignent de prendre leurs responsabilités. Ce que vous remettez à plus tard aujourd'hui, vous le récupérez rarement demain. Chaque jour qui passe sans que vous vous comportiez comme la personne que vous pourriez être est un jour enterré dans la médiocrité. Les gens veulent changer le monde, mais ils ne changent pas leur façon de parler. Ils veulent du respect, mais ils n'agissent pas avec dignité. Ils veulent la paix, mais ils ne nettoient pas leur esprit du bruit constant. Ils vivent comme si la vie leur devait quelque chose, comme si le temps était garanti. Mais la vie ne prévient pas. Et quand vous vous en rendez compte, l'horloge ne recule plus. Vivre avec droiture ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir une direction. Savoir que chaque geste que vous faites, aussi petit soit-il, est aligné avec vos valeurs. Ce n'est pas crier des vertus, c'est les pratiquer en silence. C'est bien traiter même quand on ne vous traite pas bien. C'est être ferme sans être cruel. C'est choisir ce qui est juste, même si c'est inconfortable. Le problème est que beaucoup attendent un moment spécial pour commencer à vivre avec sens. Mais le moment est maintenant. Le présent est le seul champ où vous pouvez agir. Il ne s'agit pas de grandes prouesses, mais de petits actes de cohérence, de choisir avec intention, de ne pas passer la journée en pilote automatique. Épictète ne parlait pas depuis une tour d'ivoire. Il parlait de l'expérience de la douleur, du rejet, de l'incertitude, et pourtant, il choisissait la droiture. Non pas parce que c'était facile, mais parce qu'il savait que c'était la seule chose qui ne peut pas être perdue. L'externe va et vient,
L'interne reste. Chaque jour est une page blanche. Vous pouvez écrire des plaintes ou vous pouvez écrire des décisions. Vous pouvez le remplir de distractions ou de buts. Vous pouvez laisser la peur vous arrêter ou le courage vous pousser. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est arrêter le temps. Chaque nuit ferme un chapitre. Et si ce chapitre était plein d'excuses, alors vous n'avez pas vécu. Vous avez juste survécu. Vivre avec droiture aujourd'hui signifie arrêter d'attendre la reconnaissance pour faire ce qui est juste. Cela signifie agir à partir de votre centre, même si personne ne le voit. Cela signifie que, si aujourd'hui était votre dernier jour, vous pourriez regarder en arrière sans regretter de vous être trahi vous-même. La mort viendra. Vous ne pouvez pas changer cela. Mais ce que vous pouvez décider, c'est si, quand elle arrivera, elle vous trouvera en train de vivre debout, avec vérité, avec clarté. Ne laissez pas la vie vous échapper pendant que vous faites des plans éternels. N'attendez pas le lundi, le mois prochain ou l'année prochaine. Commencez aujourd'hui. Parce que ce qui est tragique, ce n'est pas que vous deviez partir un jour. Ce qui est tragique, c'est que vous n'ayez jamais été vraiment présent. Ce qui est tragique, ce n'est pas de mourir, c'est d'avoir marché dans le monde sans laisser de traces, sans intention, sans caractère. Et vous n'êtes pas ici pour ça. Vous êtes ici pour vivre, pas pour reporter. Faites-le maintenant, avec fermeté, avec sens, avec droiture. 8. Désire seulement ce que tu contrôles et tu trouveras la paix. Demander au vent de souffler en ta faveur, c'est comme vivre à genoux devant l'incertain. Et pourtant, c'est ce que fait la majorité. Ils mettent leur bonheur entre les mains du hasard, dans des décisions étrangères, dans des résultats incertains. Ils souhaitent que les autres les comprennent, que tout soit parfait, que rien ne manque. Ils veulent tout contrôler, sauf la seule chose qu'ils peuvent vraiment contrôler, eux-mêmes. Épictète n'était pas un illusionniste. Il savait que le désir désordonné est l'une des causes les plus profondes de la souffrance humaine. Parce que lorsque tu désires ce qui ne dépend pas de toi, tu ouvres la porte à la frustration. Tu deviens vulnérable aux caprices du monde. Et le pire, c'est que tu le fais de tes propres mains. Tu donnes au hasard le contrôle de ton état émotionnel. Le problème n'est pas de désirer. Le problème est de désirer sans conscience. Désirer que quelqu'un change, que tout fonctionne comme tu l'as prévu, que le monde se conforme à tes désirs. Mais il y a une vérité qui brûle. Plus tu désires l'extérieur, moins tu auras de paix. Parce que l'extérieur est instable, fragile, changeant. Parfois il répond, parfois il ne le fait pas. Parfois il est avec toi, parfois il s'en va sans explication. Celui qui désire seulement ce qui dépend de lui-même commence à expérimenter une liberté qui ne peut être expliquée par des mots. Parce que tout devient clair. Tu n'attends plus que le monde te soutienne pour bouger. Tu n'as plus besoin que les autres approuvent ton chemin. Tu ne conditionnes plus ton calme au succès, à l'affection ou à la chance. Épictète ne prêchait pas l'indifférence, il prêchait la clarté. Désire agir avec droiture, cela dépend de toi. Désire penser clairement, cela t'appartient. Désire avoir le contrôle sur tes réactions, cela est entre tes mains. Mais ne désire pas que tout se passe comme tu l'imagines, car c'est le domaine du hasard. Et vivre en espérant que le hasard s'aligne avec toi est un pari constant pour la déception. Les gens souffrent non pas à cause de ce qui se passe, mais parce qu'ils souhaitaient que quelque chose d'autre se passe. Ils souhaitaient que cette personne reste, que cette opportunité arrive, que ce plan fonctionne. Et quand cela n'arrive pas, ils ont l'impression que la vie les trahit. Mais ce n'est pas la vie, c'est leur désir mal placé. Quand tes désirs s'alignent avec ce que tu peux contrôler, ton énergie se concentre, ton esprit se calme, ton esprit se renforce. Tu n'es plus tiré par chaque changement externe. Tu es le maître de ton propre axe. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de devenir conscient. Tu peux aimer sans avoir besoin de posséder. Tu peux travailler sans être obsédé par le résultat. Tu peux vivre intensément sans devenir esclave de tes attentes. C'est ça la vraie maturité. Désire ce qui dépend de toi. Désire la clarté, la force, la patience, la cohérence, l'engagement. C'est ce que tu peux construire. Le reste, s'il vient,
qu'il vienne. Et s'il ne vient pas, qu'il ne te vole pas la paix. Parce que la paix ne vient pas du fait que tout se passe bien. Elle vient du fait que tu vas bien, peu importe comment tout se passe. La prochaine fois que tu te sens frustré, fais une pause et demande-toi, est-ce que je désire quelque chose que je ne contrôle pas? Si la réponse est oui, laisse-le partir. Redirige ton désir vers ce que tu peux faire aujourd'hui. Change ton focus. Récupère ton pouvoir. Parce que la vraie liberté n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est de vouloir seulement ce que tu peux gérer avec tes propres mains. Et quand tu y arrives, l'extérieur cesse de te gouverner. Et l'intérieur, enfin, trouve le repos. Là réside la paix que personne ne peut te prendre. Pense à un volcan qui se réveille soudainement, projetant du feu, de la fumée et des cendres partout. C'est ainsi que se déroulent de nombreuses discussions. Elles éclatent sans prévenir et cherchent à t'entraîner dans leur fureur. Mais observe maintenant une montagne qui reste intacte face à l'éruption, solide, ferme, sans se laisser ébranler par la violence environnante. Cette montagne, c'est toi lorsque tu décides de ne pas perdre ton calme face aux attaques verbales. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de hausser la voix, mais de montrer que ta voix sereine a plus de poids que n'importe quel cri. Dans chaque confrontation verbale, il y a toujours un piège caché. Croire que celui qui parle le plus fort est celui qui gagne. Mais la réalité est autre. Celui qui contrôle son ton, celui qui mesure ses mots, celui qui sait quand se taire et quand répondre, c'est celui qui a vraiment le contrôle. Et quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des insultes ou des sarcasmes, ce qu'il essaie vraiment de faire, c'est de t'entraîner sur son terrain, de te faire perdre ta sérénité. Si tu tombes, tu as déjà perdu. Si tu résistes intelligemment, la victoire est à toi. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Le triomphe n'est pas d'humilier l'autre, c'est de ne laisser personne voler ta paix. C'est pourquoi, ici, tu apprendras à utiliser des phrases courtes, percutantes, qui semblent simples, mais qui frappent plus fort que n'importe quelle discussion longue et bruyante. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à blesser, mais à établir des limites claires et à faire respecter ton espace sans pousser un seul cri. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu trouveras ici ne sont pas des conseils vides, mais des outils pratiques que tu pourras appliquer dans ta vie quotidienne, au travail, dans ta famille, ou avec n'importe qui essaye de te manipuler ou de te faire perdre le contrôle. Ici, tu découvriras que le silence est aussi une réponse, que ton attitude et ton regard peuvent en dire plus que 1000 mots et que la sérénité bien maintenue peut te rendre impossible à briser. Ce scénario est un entraînement pour ton caractère, pour que tu cesses d'être la proie du feu des autres et que tu deviennes la montagne solide que personne ne parvient à renverser. 1. Je n'ai pas besoin de me précipiter, je répondrai calmement. Un éclair illumine le ciel pour un instant, génère du bruit et effraie tout le monde, mais disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Le tonnerre peut être fort, mais il n'a pas de consistance. Le calme, en revanche, est comme un lever de soleil qui arrive lentement, fermement, inévitablement, et qui finit par s'imposer sur n'importe quelle obscurité. C'est ainsi que se présente ta réponse lorsque tu choisis de ne pas te précipiter, brève, ferme et sereine. Elle ne cherche pas à éblouir ni à intimider, elle met simplement les choses à leur place. L'erreur la plus courante dans une discussion est de réagir au même rythme que l'attaque. On te lance des mots durs et ta première réaction est de les renvoyer sans réfléchir. Et à ce moment-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu es un reflet de l'autre. Tu es tombé dans son jeu. La clé est de comprendre que chaque seconde de pause avant de répondre est un acte de pouvoir. Cette pause est ce qui transforme ta réponse en quelque chose qui désarme plutôt qu'en quelque chose qui alimente le conflit. Celui qui t'attaque cherche la vitesse. Il veut t'entraîner sur un terrain où la colère règne. Il sait que si tu réponds immédiatement, tu succomberas à l'impulsion et tu t'affaibliras. Mais lorsque tu choisis de freiner, de respirer et de répondre calmement, tu brises le scénario. Ils attendaient du feu et trouvent de l'eau. Ils attendaient un cri et reçoivent un murmure ferme. Et c'est à ce moment-là que l'agresseur est déstabilisé, car ta sérénité est un miroir qui lui rappelle le ridicule de son exaltation.
Répondre calmement ne signifie pas ne pas répondre. Cela ne signifie pas baisser la tête ni rester silencieux par peur. Cela signifie choisir des phrases courtes qui ferment la porte à la confrontation inutile, mais qui définissent clairement ta limite. Des exemples simples. Je parlerai quand on pourra le faire avec respect, ton opinion est la tienne, je garde la mienne, je n'ai pas besoin de crier pour que tu me comprennes. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à gagner, mais à reprendre le contrôle de la situation. Fais-en une habitude dans la vie quotidienne. Au travail, lorsque quelqu'un te met la pression avec des commentaires sarcastiques, réponds calmement. Si tu veux que nous parlions, faisons-le avec respect. Dans ta famille, si une dispute éclate où tout le monde élève la voix, sois celui qui dit lentement « Je préfère attendre que nous puissions nous écouter sans crier ». Dans la rue, si quelqu'un cherche à te provoquer, un simple « Je ne vais pas discuter de ça » suffit. Chacune de ces phrases est comme un mur qui protège ta paix et en même temps montre que tu n'es pas quelqu'un de manipulable. Le calme soutenu ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il se travaille. Commence par les petites choses, quand quelqu'un interrompt ton opinion, quand un inconnu te répond avec rudesse, quand les réseaux sociaux se remplissent de commentaires agressifs. Au lieu de réagir avec la même énergie, pratique la respiration, l'observation et donne une réponse claire mais sans précipitation. Chaque fois que tu le fais, tu renforces ce muscle interne que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que la plus grande victoire est de se gouverner soi-même. Et il avait raison. Celui qui crie montre sa fragilité. Celui qui répond immédiatement montre qu'il dépend de l'autre pour agir. Cette personne montre clairement que personne ne contrôle son état émotionnel. Imagine quelqu'un qui essaie de t'humilier en public, attendant ta réaction. Si tu succombes à la précipitation, tu valides son attaque. Mais si tu prends une seconde et dis calmement « Ce que tu penses de moi ne change pas ce que je suis », la situation change complètement. Non seulement tu te protèges, mais tu poses aussi une limite et tu projettes du respect. Ce type de réponse ne cherche pas à détruire, il cherche à démontrer l'indépendance. 2. Ma voix sereine a plus de poids que les cris. Des coups forts sur une table peuvent impressionner au début, mais ce bruit disparaît en quelques secondes et ne laisse rien de plus qu'un silence gênant. En revanche, un mot ferme, prononcé sans hâte et avec calme, reste dans l'esprit de l'auditeur beaucoup plus longtemps que n'importe quel fracas. C'est la différence entre crier et parler avec sérénité. Le cri intimide seulement un instant. La voix sereine conquiert l'espace et reste là, imposant le respect sans besoin de violence verbale. Celui qui crie pense qu'il gagne du terrain par l'intensité, alors qu'en réalité, il montre sa faiblesse. Le cri révèle qu'il n'y a pas d'argument solide derrière, c'est une déclaration de vide. La voix sereine, en revanche, transmet la sécurité, car elle démontre que tu n'as pas besoin de t'énerver pour être entendu. Une réponse claire, brève et tranquille peut faire baisser le ton même à la personne la plus exaltée. Des phrases comme « Je ne répondrai pas si tu me parles en criant » ou « Je préfère parler quand il y a du calme » sont des exemples de comment ta sérénité coupe le conflit à la racine. L'habitude de parler calmement se construit dans les moments quotidiens. N'attends pas une grande dispute pour la mettre en pratique. Fais-le dans de petites situations. Quand quelqu'un interrompt ton idée, quand quelqu'un essaie de te presser avec impatience, quand un commentaire sarcastique cherche à te déranger. Réponds lentement, ralentis le rythme de tes mots et évite d'élever la voix. Ainsi, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir, mais à agir avec stratégie. Pense à ce qui se passe lors d'une réunion de travail. Si quelqu'un te contredit de manière agressive et que tu réponds au même niveau, le conflit grandit. Mais si ta voix reste sereine et que tu dis « Je vais expliquer mon point de vue », écoute-le calmement. Ta présence gagne en poids. L'autre est exposé, car plus il crie, plus il est évident qu'il perd le contrôle face à ton sang-froid. La sérénité devient alors un miroir qui met en évidence le manque d'équilibre de l'agresseur. Dans les relations personnelles, il en va de même. Un membre de la famille contrarié peut élever la voix pour s'imposer. Si tu réponds de la même manière, tout se termine dans un cercle de cris. Mais si tu réponds avec des phrases courtes,
et un ton ferme, tu imposes un nouvel ordre. Parlons plus tard, ce n'est pas le moment, ou si nous allons nous crier dessus, je ne participe pas. Tu n'as pas besoin de plus. La voix sereine ne se justifie pas et ne se défend pas de manière exagérée, elle pose des limites claires et maintient la dignité. Les stoïciens savaient que le calme est un signe de force. Sénèque affirmait que ce n'est pas celui qui élève la voix qui est grand, mais celui qui ne se laisse pas emporter par l'agitation. Cette idée prend vie dans la pratique quotidienne. Alors que d'autres se fatiguent avec du bruit, tu conserves de l'énergie parce que ta voix ne dépend pas de l'impulsion. Chaque mot à toi, dit avec contrôle, est comme une flèche qui atteint le centre sans avoir besoin de tirer 100 dans l'air. Entraîner cette compétence nécessite une attention consciente. Respire avant de parler. Pense à l'essentiel que tu veux dire et exprime-le sans élever ton ton. Pratique des phrases qui te soutiennent au milieu du chaos. Quand tu veux, nous pouvons parler avec respect. Je peux t'écouter, mais sans cri. Ce sont des réponses qui ne cherchent pas à écraser, mais à maintenir ta position. L'effet est puissant. Celui qui crie est pris au piège de sa propre énergie incontrôlée. Toi, en revanche, tu restes maître de toi-même. Et le plus important, ta voix sereine finit par s'imposer. Parce que dans un monde plein de bruit, le calme résonne toujours plus fort. 3. Je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect. Les pierres lancées contre un mur solide finissent par tomber au sol, sans laisser de marque. C'est ce qui se passe quand quelqu'un utilise des insultes ou des cris pour essayer de te provoquer et que tu décides de ne pas jouer sur ce terrain. Le respect est le mur que tu élèves face à l'attaque. Et chaque fois que tu dis calmement que tu ne parleras que dans ce cadre, les pierres deviennent inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris ou un flot d'explications, il suffit de maintenir ta limite claire. Beaucoup de discussions dégénèrent parce que personne ne met de frein. L'un crie, l'autre répond plus fort, et bientôt tout se transforme en un choc sans issue. Celui qui choisit de marquer le respect brise ce cycle. Il ne s'agit pas de toujours rester silencieux, il s'agit de se rappeler que tout ne mérite pas une réponse. Quand tu dis « je préfère parler lorsque nous pouvons le faire avec respect », ce que tu communiques, c'est que tu n'accepteras pas un dialogue sous des règles sales. Et cette posture ne protège pas seulement ta paix, elle oblige aussi l'autre à reconsidérer sa façon de s'adresser à toi. La force de cette réponse réside dans le calme avec lequel elle est prononcée. Si tu le dis de manière agitée, elle perd de sa puissance. Mais lorsque tu l'exprimes fermement et calmement, elle montre clairement que ta dignité n'est pas en jeu. Le respect ne se mendie pas, il s'établit. C'est une limite qui ne se négocie pas. Celui qui insiste pour crier montre qu'il ne peut pas se contrôler. Mais toi, en restant serein, tu montres que tu peux contrôler ton terrain. Apporter cette habitude à la vie quotidienne est essentiel. Au travail, quand quelqu'un essaie de s'imposer par la pression ou des commentaires tranchants, ta réponse sereine coupe la tension. Nous pouvons en parler, mais sans cri ni reproche. En famille, face à des discussions où l'on cherche à te manipuler émotionnellement, il suffit de dire « Je ne continuerai pas si nous ne parlons pas avec respect ». Ce sont des phrases simples, mais percutantes. Elles n'attaquent pas, elles n'humilient pas, mais elles établissent la règle du jeu que tu choisis. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton épuisement, et cela inclut la façon dont les autres parlent. Tu ne peux pas changer leur ton ni leur attitude, mais tu peux décider dans quelles conditions tu participeras à une conversation. Ce contrôle est un bouclier puissant. Garder ton calme tout en posant la limite du respect fait que même le plus agressif se retrouve à parler seul parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il voulait, ta réaction. Exemple clair, quelqu'un t'accuse injustement devant les autres, attendant ta réponse immédiate. La plupart tomberaient dans le piège de se défendre à grands cris. Tu choisis quelque chose de différent, tu respires et tu dis calmement « Si tu veux parler, faisons-le avec respect. Maintenant, ce n'est pas le cas. » Tu ne te protèges pas seulement, tu projettes aussi de la sécurité. Tu montres que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour défendre ta position. Cette habitude devient un signe d'autorité personnelle.
Celui qui sait mettre le respect comme condition inévitable gagne de la confiance à chaque interaction. Tu n'arriveras pas toujours à faire baisser le ton de l'autre, mais l'important est que tu ne le perdes pas. En laissant clair que ta participation dépend du respect, tu enseignes à tous que tu ne dialogues pas sous pression ni manipulation. Avec le temps, cette pratique te rend immunisé contre les discussions toxiques. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de se faire entendre au milieu des cris, tu apprends à attendre le moment approprié, à exiger le minimum nécessaire, le respect mutuel. Et ce calme se transforme en pouvoir, parce que celui qui établit les conditions d'une conversation contrôle la direction de celle-ci. 4. Mon jugement est suffisant, je n'ai pas besoin de ton approbation. Une boussole ne demande pas la permission pour indiquer le nord. Peu importe combien de mains la tiennent, son aiguille pointera toujours dans la même direction. Ton jugement doit être ainsi au milieu des discussions et des attaques verbales, ferme, orienté et sans besoin de chercher une validation externe. Quand tu sais qui tu es et ce que tu penses, ta voix ne tremble pas et ta sécurité ne dépend pas de l'approbation des autres. Beaucoup font l'erreur de répondre par de longues explications pour convaincre l'autre, comme si leur propre vérité devait être acceptée pour avoir de la valeur. Mais chaque mot que tu donnes en excès, chaque justification que tu répètes sans que personne ne te la demande, est une concession de ton pouvoir. Celui qui t'attaque veut t'entraîner sur ce terrain, te faire sentir que tes pensées ne sont pas valables si elles ne sont pas validées par lui. C'est là que ta réponse brève, ferme et claire entre en jeu. Mon jugement est suffisant. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Cette phrase est un mur qui coupe immédiatement la manipulation. Tu ne la dis pas avec colère ni avec ironie, tu la prononces avec sérénité. C'est un rappel pour toi-même et un avertissement pour l'autre. Ta vie n'est pas là pour être votée. Tes décisions ne reposent pas sur l'opinion des autres. Quand tu parles de cette certitude, même le plus insistant reste sans argument. Car comment discutes-tu avec quelqu'un qui ne cherche pas ta validation? Cette habitude est vitale au quotidien. Au travail, quand quelqu'un disqualifie ton idée pour la faire paraître faible, il suffit de répondre « c'est ma proposition et j'ai confiance en elle ». À la maison, face à un membre de la famille qui essaie d'imposer sa vision, tu peux dire « j'écoute ton opinion mais je décide pour moi ». Dans la rue, face à quelqu'un qui remet en question tes choix personnels, réponds calmement « je n'ai pas besoin de ton approbation pour vivre comme je le choisis ». Ce sont des phrases simples, mais elles reflètent un pouvoir énorme, car elles marquent une limite et renforcent ton identité. Le stoïcisme enseigne que la seule chose qui est vraiment sous ton contrôle sont tes pensées et tes actions. Tout le reste, y compris les opinions des autres, appartient à un autre domaine. Si tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à chercher des applaudissements ou à éviter les critiques. Marc Aurèle disait que la tranquillité arrive quand tu arrêtes de te soucier de ce que pensent les autres. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Ton jugement est ta boussole, et tant que tu le suis fermement, le bruit extérieur ne peut pas te détourner. Imagine la situation typique où quelqu'un essaie de ridiculiser ta décision devant les autres. La plupart entreraient dans une bataille verbale pour justifier leur position. Toi, en revanche, tu choisis de répondre calmement « c'est ma décision et je suis en paix avec elle ». Rien de plus. Avec cette phrase, tu démontes le jeu. L'autre attendait une longue explication qu'il pourrait attaquer, mais tu ne lui donnes pas de matière. Ta sérénité coupe l'air et la conversation manque de carburant. La clé est de faire de cela une habitude, pas une réaction isolée. Chaque jour, tu auras l'occasion de renforcer ton indépendance émotionnelle. Quand tu décides quelque chose, répète-toi mentalement « mon jugement est suffisant ». Cet entraînement interne renforce ta confiance, et quand viendra le moment de l'exprimer à haute voix, ton ton transmettra l'authenticité. Il n'y aura pas de doute, car tu le vivras comme une vérité gravée en toi. Cette habitude protège aussi ton énergie. Quand tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu arrêtes de perdre du temps dans des batailles inutiles. Tu peux écouter,
Tu peux considérer des opinions, mais tu décides depuis ton centre. Cela ne signifie pas être têtu, cela signifie être maître de toi. Personne ne peut manipuler celui qui ne cherche pas de validation. 5. Tes paroles sont à toi, je ne vais pas les porter. Les flèches lancées en l'air peuvent voler avec force, mais elles n'atteignent pas toujours leur cible. Beaucoup tombent au sol, d'autres se perdent dans la distance. C'est ainsi que sont les insultes et les provocations. Elles sont lancées avec colère, mais elles ne blessent que si tu décides de les ramasser. Quand tu apprends à laisser ces flèches tomber sans les toucher, tu découvres que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Chaque parole offensante en dit plus sur celui qui la lance que sur celui qui la reçoit. L'erreur la plus courante dans une discussion est de penser que tu dois te défendre de tout ce qui est dit, comme si chaque commentaire était une pierre que tu dois arrêter avec ton corps. Et non, ce n'est pas le cas. Tu choisis ce que tu portes et ce que tu laisses tomber. Quand tu réponds calmement, c'est à toi, je ne vais pas le porter, ou tes paroles ne me définissent pas, tu brises immédiatement l'intention de l'attaque. L'agresseur espérait que ses flèches te blessent, mais il se retrouve face à quelqu'un qui ne les reconnaît pas comme siennes. Cette habitude est une libération quotidienne. Dans la rue, si quelqu'un t'insulte gratuitement, tu peux répondre sereinement « Ce que tu dis parle de toi, pas de moi ». Au travail, face à des critiques injustes, il suffit de dire « Je respecte ton opinion, mais je ne la fais pas mienne ». En famille, quand un reproche cherche à te manipuler, réponds « Tes paroles sont à toi, je décide ce que je crois ». Des phrases simples, dites calmement, qui deviennent des boucliers impénétrables. Les stoïciens comprenaient cela clairement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si quelqu'un t'insulte, le mal n'est pas dans le mot lui-même, mais dans ce que tu décides de faire avec. Si tu le ramasses et le gardes dans ton esprit, il te blesse. Si tu le laisses tomber, il disparaît. Aussi simple, aussi puissant. Imagine une scène quotidienne. Quelqu'un cherche à te provoquer devant un groupe, en utilisant le sarcasme pour te faire mal paraître. La réaction la plus courante serait de lui rendre l'offense avec la même intensité. Mais si tu dis calmement « C'est ton opinion, je ne la porte pas », l'attaque se désarme. Le silence gênant ne sera pas le tien. Il sera celui de celui qui a essayé de te blesser sans succès. En refusant de porter ses paroles, tu lui rends le poids de ce qu'il a dit. La clé est de faire de cette pratique une habitude constante. Chaque fois que quelqu'un essaie de déposer en toi ses frustrations déguisées en insultes, rappelle-toi que tu n'as pas à les accepter. Tu n'es pas un conteneur de déchets émotionnels. Tu n'as pas besoin de porter sur tes épaules le poison que d'autres essaient de te donner. Te répéter mentalement « ceci ne m'appartient pas » te donne une liberté immédiate. Répondre de cette façon ne signifie pas ignorer tout, mais choisir ce qui mérite ton énergie. Si la critique est constructive, tu peux l'écouter. Mais si elle est chargée de poison, tu la laisses tomber. Ta réponse brève et sereine marque la limite. Tu ne deviens pas le récepteur automatique de la colère des autres. Cette indépendance te donne la paix et aussi le respect. Parce que celui qui ne porte pas ce qui est étranger démontre une force intérieure. L'effet est transformateur. Quand tu ne réagis pas à chaque parole hostile, les autres découvrent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, que leurs insultes n'ont plus de pouvoir sur toi. Et avec le temps, même les plus agressifs comprennent qu'avec toi, il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie, parce que tu ne donnes pas ce qu'ils cherchent, ta réaction. C'est ainsi que tu transformes une attaque en rien, parce que les mots, sans ton permission, ne pèsent pas, et parce que tu décides ce qui entre dans ton esprit et ce qui n'y entre pas. 6. Ma posture et mon regard disent déjà ce que je pense. Un phare sur la côte n'a pas besoin de crier pour guider les bateaux. Sa lumière, ferme et constante, suffit à marquer le chemin dans l'obscurité. Il en va de même dans une discussion. Ce ne sont pas toujours les mots qui pèsent le plus, mais la façon dont tu te tiens. Ta posture, ton regard et ton silence stratégique peuvent parler plus fort que n'importe quel discours.
Le corps a un langage qui, lorsqu'il est utilisé avec calme et fermeté, devient une arme silencieuse, impossible à ignorer. L'erreur de beaucoup est de croire que l'on ne défend une idée qu'en parlant plus fort ou en accumulant des arguments. Cependant, la façon dont tu te tiens face à l'attaque dit autant ou plus que ce que tu exprimes avec la bouche. Lorsque ta posture est droite, ton regard serein et tes gestes calmes, tu projettes de la sécurité. Et cette sécurité intimide plus que les cris. Celui qui essaie de t'agiter avec des mots s'attend à ce que tu bouges nerveusement, que tu baisses la tête ou que tu répondes avec des gestes nerveux. Si tu ne le fais pas, si tu restes comme un mur tranquille, tu lui montres qu'il n'a pas de pouvoir sur toi. Dans la vie quotidienne, cette habitude est clé. Imagine une réunion au travail où quelqu'un essaie de dénigrer ton opinion. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Il suffit de maintenir ton regard fixe et ta posture droite avant de parler. Ce calme physique envoie un message. Tu ne m'intimides pas. Et lorsque tu décides finalement de parler, même une phrase courte comme « je pense différemment » sonne plus fort parce que ton corps avait déjà marqué l'autorité. Cela se produit aussi dans la famille. Quelqu'un peut essayer de te manipuler avec des reproches ou des sarcasmes. Au lieu d'entrer dans le jeu des cris, ta réponse commence par ton langage corporel. Silence, calme, regard ferme. Puis une phrase brève. « Je n'ai pas besoin de discuter, ma position est déjà claire. » Ce geste coupe la tension parce qu'il montre que ton jugement est soutenu par plus que des mots. Le stoïcisme a toujours valorisé la cohérence entre l'interne et l'externe. Sénèque disait que la véritable force se reconnaît dans la sérénité du visage et dans la fermeté du caractère. Si ton intérieur est calme, ton corps le reflète. Et lorsque ton corps reflète le calme au milieu du bruit, il désarme l'autre sans avoir besoin d'entrer sur son terrain. L'attaque perd de sa force car elle ne trouve pas de faille par où entrer. S'entraîner à cette habitude implique de prendre soin de ta présence. Il ne s'agit pas de paraître arrogant ou distant, mais de maintenir ton centre dans n'importe quelle situation. Posture droite, respiration contrôlée, regard clair. Ces éléments transmettent une sérénité qui pèse plus que les cris. C'est comme dire, avec ta seule présence, « Je suis ici, sûr de moi, et rien de ce que tu dis ne me fait bouger ». Exemple pratique, quelqu'un t'insulte en espérant te voir perturbé. Tu restes calme, tu le regardes dans les yeux et tu réponds lentement « Tes mots ne changent pas ce que je suis ». L'impact ne réside pas seulement dans la phrase, mais aussi dans la façon dont tu l'accompagnes avec ton langage corporel. Ce mélange de fermeté et de sérénité génère un respect immédiat, car il démontre une maîtrise de soi. Faire de ta posture et de ton regard des alliés ne nécessite pas un effort exagéré, juste une pratique consciente. Chaque jour, dans de petites situations, rappelle-toi que ton corps communique aussi. Lorsque tu choisis de maintenir le calme physique, ton silence et tes gestes parlent plus qu'une discussion entière. La personne qui contrôle sa présence envoie un message clair. Je ne suis pas quelqu'un de facile à briser. C'est ainsi que tu fais comprendre aux autres ta position, même sans mots. 7. Le silence est aussi une réponse. Les pièges les plus efficaces ne sont pas toujours visibles. Un chasseur n'a pas besoin de montrer son arme, il lui suffit de préparer le terrain pour que l'ennemi tombe de lui-même. C'est ainsi que fonctionne le silence au milieu d'une discussion. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais c'est une stratégie qui oblige l'autre à tomber dans son propre bruit. Tandis qu'il s'épuise avec des cris et des insultes, tu restes tranquille, et ce calme devient un coup invisible, qui pèse plus que n'importe quel mot. Répondre par le silence ne signifie pas fuir, ni manquer d'arguments. Cela signifie choisir la meilleure stratégie, nier à l'autre ce qu'il recherche le plus, ta réaction. Celui qui crie a besoin de carburant, il a besoin que tu lui rendes le feu pour continuer à brûler. Si tu choisis de te taire, tu le laisses brûler seul jusqu'à ce que son énergie s'épuise. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas gagné en discutant, tu as gagné en ne jouant pas son jeu. Cette habitude s'entraîne jour après jour. Quand quelqu'un t'attaque avec du sarcasme au travail, tu peux le regarder et rester calme. Ton silence lui dit « Je ne vais pas me fatiguer avec toi ».
Dans la famille, face à un reproche injuste, se taire et se retirer est plus clair que de s'engager dans une bagarre sans fin. Et dans la rue, lorsqu'un inconnu essaie de te provoquer, ton silence et ta démarche assurée montrent que tu n'as pas l'intention de salir ton énergie. Le pouvoir du silence est qu'il place tout le poids sur l'autre. Celui qui lance des mots offensants attend une réponse. S'il ne l'obtient pas, il est exposé à sa propre agressivité. Imagine quelqu'un te crier dessus en public pendant que tu choisis de rester calme, avec un regard ferme. La tension monte, mais pas vers toi, vers celui qui perd le contrôle. Ton silence devient un miroir qui reflète son désordre, et tout le monde le perçoit. C'est la force silencieuse qui intimide plus que n'importe quelle réplique. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de maîtrise de soi. Épictète enseignait que tout ne mérite pas d'être répondu, car tout n'a pas de valeur. Si tu choisis de répondre à chaque attaque, tu finis par être pris dans le filet de l'autre. Mais si tu sélectionnes tes batailles et laisses le silence être ta réponse, tu démontres que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle provocation. Le silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Je ne suis pas à ton niveau. Des exemples pratiques le montrent clairement. Imagine qu'un collègue essaie de t'humilier avec des blagues devant les autres. Au lieu de répondre, tu le regardes et gardes le silence. À ce moment-là, tu le laisses seul face à sa tentative de gagner des applaudissements. Le vide qui reste parle plus fort que n'importe quelle réplique. Ou dans une dispute de couple où les deux élèvent la voix, ton silence interrompt l'escalade. En ne donnant pas plus de carburant, tu obliges l'autre à s'arrêter et à reconsidérer. Faire de cela une habitude nécessite de l'autocontrôle. Il n'est pas facile de contenir le besoin de se défendre toujours, mais avec de la pratique, tu comprends que le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est choisir quand parler et quand laisser le bruit se détruire lui-même. Une technique simple est de te rappeler à ces moments-là, tout ne mérite pas une réponse. Cette phrase intérieure t'aide à garder ton calme et à utiliser le silence comme une arme stratégique. L'effet sur ta vie est profond. Tu gagnes du respect parce que ceux qui t'entourent découvrent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Tu gagnes la paix parce que tu ne portes pas le poids de discussions inutiles. Et surtout, tu gagnes du pouvoir parce que tu démontres que ton contrôle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Le silence, utilisé avec intention, est un coup invisible qui laisse toujours une trace. 8. Ma sérénité est ma force, je n'ai pas besoin de la perdre. L'acier le plus résistant n'est pas celui qui est forgé avec des coups désespérés, mais celui qui est trempé dans le feu et ensuite refroidi avec patience jusqu'à devenir inébranlable. C'est ainsi que se manifeste la sérénité au milieu d'une discussion, une trempe silencieuse qui n'a pas besoin de montrer de violence pour démontrer sa force. Alors que d'autres s'épuisent en perdant leur calme, tu deviens plus solide à mesure qu'ils essaient de te briser. La sérénité n'est pas passivité, c'est la forme la plus pure de pouvoir. Quand quelqu'un cherche à te provoquer avec des mots durs, il le fait en espérant une réaction qui confirme son contrôle. Il veut que tu cries, que tu te mettes en colère, que tu perdes ton centre. Chaque seconde que tu maintiens ta sérénité est un coup qui le désarme, car tu lui montres qu'il n'a pas accès à ce qui est le plus précieux, ton équilibre. Et cela envoie un message clair. Tu peux parler, mais tu ne peux pas me dominer. Faire de ta sérénité une habitude quotidienne est une stratégie vitale. Au travail, quand quelqu'un remet en question ta capacité avec un ton arrogant, tu peux répondre calmement « Je comprends ton opinion, je vais continuer à faire ce que je fais ». Cette sérénité désarme, car pendant que l'autre attend un conflit, il reçoit une réponse imperturbable. Dans la famille, quand les émotions débordent dans les discussions, garder son calme et dire « Je ne vais pas perdre ma paix pour ce sujet » est suffisant pour arrêter la tempête. Même dans la rue, face à un inconnu agressif, ta sérénité et ton silence deviennent une barrière qui empêche l'attaque d'avoir un effet. Les stoïciens comprenaient que la vraie victoire est de se gouverner soi-même.
Marc Aurèle affirmait que rien n'est plus fort qu'un homme qui conserve son âme tranquille. Cette leçon prend tout son sens lorsque tu pratiques la sérénité au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le diriger. La colère peut brûler de l'intérieur, mais la sérénité la refroidit jusqu'à la rendre inutile. C'est comme éteindre un incendie avec de l'eau claire. Exemple concret. Quelqu'un t'accuse faussement devant les autres, en attendant ta défense agitée. Tu choisis la sérénité, tu regardes calmement et tu réponds « Quand tu voudras parler avec respect, je le ferai. » Rien de plus. Cette brève phrase, soutenue par la sérénité, pèse plus qu'un discours de 10 minutes crié. L'accusateur est mis en évidence parce que son bruit contraste avec ton contrôle. Faire de la sérénité ta force ne signifie pas que tu ne parles jamais fermement. Cela signifie que tu choisis quand, comment et avec quel ton le faire. Le pratiquer implique d'entraîner l'esprit à ne pas sauter à chaque provocation. Chaque jour, tu auras des occasions de le faire. Dans une discussion inutile, dans un commentaire offensant, dans une tentative de manipulation. Respire, rappelle-toi ton centre et demande-toi « Est-ce que ça vaut la peine de perdre ma paix pour ça ?» La plupart du temps, la réponse sera non. Le pouvoir de la sérénité réside aussi dans le fait qu'elle protège ton énergie. Chaque cri épuise, chaque réaction impulsive vole de la force. Mais le calme préserve ta clarté et te permet de penser plus intelligemment. Alors que les autres perdent le contrôle, tu planifies, tu choisis et tu décides depuis la lucidité. Cela ne te protège pas seulement, cela te place aussi un pas en avant. Avec le temps, ta sérénité devient ta marque personnelle. Les autres commencent à le remarquer, que tu n'es pas facile à provoquer, que tu ne te laisses pas entraîner dans des jeux inutiles, que ta paix n'est pas à vendre. Cela génère du respect, même de la part de ceux qui ont essayé de te briser, parce qu'ils comprennent que ta sérénité est ta plus grande force et que lutter contre elle est une perte de temps. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.